Donc, sans trop tarder, je donne la parole à Mme Peggy Delder, qui va nous faire une communication, nous donner sa communication à propos des archives d'Abdelmalek Sayed en tant que témoin d'une vie d'engagement aux côtés de Pierre Bourdieu. Elle a la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Et je tiens, avant de commencer, à remercier le CRASC, bien évidemment, sa directrice et le Haut Commissariat à la Mazirité. Donc effectivement, j'ai fouillé les archives Abdelmalek Sayed qui sont conservées à la Cité nationale de l'histoire de l'immigration à Paris. Et après avoir fouillé ces archives, j'ai voulu vous faire cette présentation en partant du terme engagement, même si ce terme n'est pas le seul terme qui est à même de caractériser Abdelmalek Sayed et les relations qu'il entretenait avec Pierre Bourdieu. Mais c'est un terme qui révèle véritablement toute sa polysémie en ce qui concerne donc, les relations, notamment d'amitié, mais aussi de travail qu'il y a les deux hommes, et puis le rapport à la sociologie qu'entretenaient Bourdieu et Sayed. Donc ces archives, elles ont été versées à la Cité nationale de l'histoire d'immigration par Rebecca Sayed en 2006. Elles représentent aujourd'hui 40 mètres linéaires de documents qui sont datés de la fin des années 50 à la fin des années 90. Et elles sont ces archives de nature très différente, puisqu'il s'agit aussi bien de comptes rendus que de correspondances, notamment justement entre Bourdieu et Sayed, d'enquêtes, de coupures de presse, de manuscrits, d'enregistrements sonores. Donc ce sont des archives très très variées et qui témoignent donc de la rencontre déterminante entre Sayed et Bourdieu à l'université d'Alger, et de la naissance ensuite d'une amitié à la fois indéfectible et d'un engagement profond, notamment en pleine guerre d'indépendance algérienne, lors de leur enquête sur les centres de regroupement qui rassemblaient de force donc des populations rurales, notamment kabyles. Et les notes très minutieuses qu'a conservées Sayed et qui sont donc présentées dans ces archives montrent à quel point cette enquête coordonnée par Bourdieu fut cruciale. Et au-delà de la découverte de la sociologie, parce que c'est ainsi que Sayed a découvert la sociologie, ça lui a appris à concevoir la société comme un laboratoire, il le dit lui-même, et à penser la réalité des déracinés. Et donc c'est ce qui notamment a fait que Sayed a consacré toute sa vie donc à ceux que l'on pourrait appeler les déplacés, aussi bien les colonisés dans les camps de regroupement que les travailleurs immigrés en France. Bourdieu arrive en Algérie alors qu'il est jeune professeur agrégé de philosophie, on en a parlé ce matin. Il doit accomplir ses obligations militaires. Il a refusé en France de suivre la formation d'élève officier de réserve, puis il a été muté donc à Versailles au service psychologique des armées. Mais il a été trouvé donc en possession d'un numéro censuré de l'Express, et à la suite donc, de cette découverte, on va dire, on l'a, après avoir eu une sanction disciplinaire, il a été affecté en Algérie. Donc dans un premier temps, il accomplit des tâches, on va dire, rédactionnelles, administratives, au gouvernement général, puis il obtient un poste d'assistant donc, à la faculté d'Alger, à la faculté des lettres, puisqu'il y enseigne la philosophie. Alors à cette date, Abdelmalek Sayed n'est pas un étudiant comme les autres, puisqu'il a suivi ses études à l'école normale de Bouzarea, et il a été nommé donc, instituteur dans la Casbah. Mais il poursuit ses études donc, en s'inscrivant en licence de philosophie à l'université. Et d'ailleurs, ces archives gardent précieusement ses cahiers de notes, notamment, aussi bien de l'école normale que de l'université. Et Abdelmalek Sayed donc, suit très attentivement les cours de Bourdieu. Alors à l'époque, bien entendu, la licence de sociologie n'existe pas. Et Sayed donc, aborde la discipline par le biais donc, de cette licence de philosophie, et notamment par la découverte de Durkheim, qui était enseigné par Bourdieu. Et Sayed dit alors de son professeur, comme enseignant, il tranchait sur le restant des professeurs, il ne débitait pas un cours, il réfléchissait en même temps qu'il faisait réfléchir. Cela donnait une relation pédagogique à la maïeutique socratique. C'était la première fois que je me rendais compte que la société pouvait être un objet d'étude et que tout ce que j'avais appris scolairement par Kant ou sur Aristote pouvait servir à la compréhension de la réalité sociale. Donc c'est à ce moment-là que Bourdieu
va être sollicité par l'ARDES, donc l'Association pour la recherche démographique, économique et sociologique. Et cette association donc, travaille en étroite collaboration avec le service des statistiques de l'Algérie, à Alger. Et c'est cette association qui s'est vue confier une grande enquête scientifique sur les centres de regroupement. Alors ces centres de regroupement créés par l'armée française avaient bien sûr un but opérationnel et un objectif psychologique. Et à plusieurs reprises, notamment la presse française s'inquiétait, on va dire, du sort des populations dans ces centres de regroupement. Et on va dire la multiplication de ces articles, notamment dans Express ou France Observateur ou Le Monde, font que aboutissent, on va dire, au déclenchement d'une mission d'enquête. Et pour ne pas la réduire à une enquête interne à l'armée française, dont on sait bien ce que ça aurait pu donner, on veut lui donner un caractère scientifique. Et c'est ce qui fait que cette enquête est confiée donc, à l'ARDES, donc, qui va ensuite solliciter Pierre Bourdieu pour son expertise sociologique. Abdelmalek Sayad a été remarqué par Bourdieu, et il est très rapidement associé à cette enquête. Et là, Pierre Bourdieu se révèle être un véritable entrepreneur scientifique, puisqu'il va organiser une véritable opération d'investigation sur le terrain, en pleine guerre, et il va composer ainsi des équipes d'enquêteurs, essentiellement des étudiants, soit des Algériens, soit des Français, et aussi bien des hommes que des femmes. Et cette grande enquête, elle doit porter sur tous les domaines, aussi bien l'alimentation que le logement ou le travail. En fait, la mise en commun des informations recueillies doit servir à mieux comprendre l'ampleur des bouleversements liés à la colonisation et à la répression militaire. Et ce travail, concrètement, établit les conséquences des transformations économiques d'une société coloniale sur les habitus des Algériens déplacés et sur leurs pratiques sociales quotidiennes. Et selon Sayad lui-même, c'est la première fois qu'une véritable, on va dire, enquête sociologique de terrain est menée en Algérie. Alors, bien entendu, les conditions sont loin d'être évidentes pour les deux hommes et pour l'ensemble des équipes, puisqu'à plusieurs reprises, ils éprouvent un certain découragement, puisque chacun est surveillé, scruté, suspecté par les militaires, mais aussi parfois par les indépendantistes et aussi par les populations déplacées. D'ailleurs, l'exaspération des militaires s'accroît lorsque, en fait, les membres de l'équipe refusent la protection que l'armée veut leur imposer, puisque, bien sûr, cette protection est en fait un moyen de surveillance. Alors, cette enquête les entraîne donc, notamment en Kabylie, jusque dans le village natal de Sayad. Et bien sûr, sa maîtrise de la langue arabe et de la langue kabyle est un atout considérable. Mais Sayad n'est pas seulement un interprète qui traduit, il invite à regarder, à faire des liens entre des éléments très disparates et dispersés par la colonisation, aussi bien le déplacement forcé des populations, l'anéantissement des activités agricoles et de l'ordre rural. Et le fonds d'archives témoigne véritablement d'un travail très minutieux entrepris par Sayad. Il collecte énormément de statistiques, il établit lui-même un certain nombre de ces statistiques, il compose également des grandes généalogies des témoins interrogés, si bien que parfois on peut reconstituer presque la vie et les relations au sein même d'un village. Et donc finalement ce fonds d'archives il est intéressant également parce qu'il permet de se faire le témoin des conditions et des méthodes de recherche dans les années 50. Et il offre également un point de vue sur le système colonial et les répercussions de l'état de guerre en Algérie. Donc ce fonds d'archives, il est intéressant à plusieurs titres, aussi bien pour le sociologue que pour l'historien. Alors sur cette enquête, donc sur les camps de regroupement, Sayad et Bourdieu ne sous-estiment pas la portée politique de leur travail, surtout en cette période de guerre de libération. Et leur volonté de rendre compte de la violence du système colonial et des bouleversements que le déracinement induit dans la société algérienne est en fait profondément politique et donc quelque part engagé. Ce travail va également faire évoluer la relation entre les deux hommes. Alors Bourdieu conserve toujours son rôle d'enseignant, puisqu'il
il prodigue à Sayed de multiples directives, des conseils, des encouragements. On le voit dans les nombreuses lettres que Bourdieu adresse à Sayed, et notamment sur des conseils vraiment méthodologiques, notamment sur l'enregistrement des entretiens qu'il mène avec les populations. Et en fait, cette enquête va être vraiment décisive à plus d'un titre pour les deux hommes, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, mais cette enquête va vraiment officialiser la conversion de Bourdieu de la philosophie à la sociologie. Il dit lui-même que finalement il en arrive à dédaigner ce qu'il appelle les grandeurs trompeuses de la philosophie. Et Sayed lui-même se dit que la séparation entre les deux disciplines, sociologie et ethnologie, quelque part est relativement arbitraire. Et au-delà, donc, Bourdieu va permettre à Sayed d'apprendre à penser la société comme un laboratoire. Et c'est un changement d'autant plus décisif que, on le sait à l'époque, les outils d'étude, de recherche sont prisonniers véritablement de la science coloniale. Et c'est ce que Sayed déclare rétrospectivement, pas sur le moment, mais il le dit à la fin de sa vie. C'est tout cela que je dois à Bourdieu, cette transformation du savoir intellectuel en outil de travail, cette expérience du terrain, cette recherche obstinée de la signification du moindre signe. Alors cette pratique nouvelle de la sociologie, de même que cette relation nouée entre les deux hommes, se concrétise par l'écriture de l'ouvrage Le Déracinement, qui est publié en 1964. Et ce manuscrit, on a dans les archives Sayed le manuscrit de cet ouvrage, ce manuscrit vraiment témoigne à la fois de la relation très, très spécifique qui s'est nouée entre les deux hommes, mais également d'un intense travail d'écriture et de théorisation. Et on voit clairement dans ce manuscrit une première écriture de Sayed à l'encre noire, qu'il modifie lui-même à l'encre rouge, puis les modifications apportées par Bourdieu. Donc là, on a une lecture assez fine de tout le travail à la fois d'écriture et de théorisation des deux hommes. À l'indépendance, Sayed se retrouve sans activité, sans emploi, et il entre, il le dit un peu lui-même après, dans une sorte de phase de déprime. Et Bourdieu, qui est depuis rentré à Paris, soupçonne cette situation et lui envoie des lettres avec des appels insistant à travailler ensemble et à le rejoindre. Mais c'est le décès de son père, donc en 1963, qui précipite le départ d'Abdelmalek Sayed. Et on peut dire à ce moment-là qu'une fois en France, il éprouve le sentiment du provisoire qu'il va théoriser un peu plus tard à propos de l'immigration algérienne en France. Alors il s'inscrit d'abord à une thèse de 3e cycle sous la direction de Raymond Aron. Alors Pierre Bourdieu n'est pas loin, puisque lui-même a rejoint, depuis son retour en France en 1960, est devenu l'assistant de Raymond Aron à la Sorbonne. Et comme la linguistique passionne Sayed, il entame une thèse sous l'intitulé « Les emprunts linguistiques comme révélateurs des contacts culturels ». Et il rejoint le Centre de sociologie européenne, qui est une institution qui a été fondée par Aron lui-même en 1959, et institution où Bourdieu lui-même officie. Donc encore une fois, les deux hommes se retrouvent. Et la première enquête qu'ils ont menée donc, sur le déracinement conduit Sayed à travailler sur d'autres déracinés, on pourrait dire, puisqu'il s'agit des immigrés algériens en France. Alors, et on voit clairement dans ces archives que vraiment il suit une méthodologie très, très rigoureuse. Il s'attache à étudier les préoccupations sociales des immigrés, leur emploi, leur logement, sans oublier vraiment une contextualisation et une profondeur historique qui pèsent donc sur la vie de ces migrants. Et Sayed ainsi se donne pour mission d'appréhender l'immigration comme un phénomène global. Il la qualifie lui-même de fait total, qui ne peut se comprendre sans appréhender l'acte d'émigrer lui-même. Et contrairement à Bourdieu, qui fait son auto-analyse à la fin de sa vie, d'ailleurs c'est un ouvrage qui s'appelle Esquisse pour une auto-analyse, qui a été publié en 2004, l'expérience de la migration vécue par Sayed lui permet finalement de vivre avant de théoriser et d'objectiver ce dont il parle. Donc on pourrait dire qu'il effectue un passage de l'auto-analyse à la socio-analyse.
puisque du fait qu'il était lui-même agent social impliqué dans le fait migratoire, qu'il a pris comme objet d'étude, Sayad a développé une pensée critique qui tient à l'objectivation de sa position pour mieux restituer la position critique des immigrés. Alors, ces carnets d'enquête qu'on a dans ces archives présentent à la fois des explications très personnelles, de très longues notes introductives. Il réfléchit beaucoup aussi à sa position d'observateur. Il porte une grande attention à la fois aux entretiens, mais aussi aux écueils que cette méthode contient. Et on pourrait dire qu'il joue véritablement presque le rôle d'un accoucheur, tant les enquêtés vont livrer leurs pensées les plus profondes, les plus intimes. Et on a presque ici un effet miroir, puisque les immigrés vont livrer à Sayad des vérités qui le concernent aussi directement. Et c'est, on peut le dire grâce à Sayad, qu'en France, l'immigration devient un objet scientifique à part entière. Alors Bourdieu, lui, même si on le sait, et on l'a dit dans la matinée, son travail mené en Kabylie n'a cessé de nourrir ses travaux sociologiques, notamment ses théories sur la pratique, il va là explorer d'autres voies. Donc il s'intéresse à d'autres objets d'étude, mais encore une fois, les deux hommes ne se perdent pas de vue. Sayad accompagne Bourdieu dans le Béarn, dans son village natal, et tous deux observent l'impact des changements économiques sur le marché matrimonial des paysans béarnais. Alors ils poursuivent donc leur carrière respective côte à côte, en étant attentifs aux travaux de l'un et de l'autre. Ainsi, quand Bourdieu publie en 1972 Esquisse d'une théorie de la pratique, précédée de ses 3 études d'ethnologie kabyle, il dédie cet ouvrage à Sayad, et 20 ans plus tard, lorsque Sayad écrit L'immigration, les paradoxes de l'altérité, c'est Bourdieu qui en assure la préface. Alors Bourdieu travaille toujours avec une équipe plus ou moins nombreuse. Ses publications font l'objet d'une très grande publicité. Sayad, lui, est beaucoup plus discret, on va dire. En fait, dans la grande enquête qu'il va mener à la fin, dans les années 80-90, et qui va mener à cette somme qui s'appelle La misère du monde, on pourrait dire finalement que la grande entreprise collective qui avait été menée bien des années avant en Algérie est reformée, alors avec d'autres moyens bien évidemment et d'autres buts, mais on mène comme ça une grande enquête collective. Et en fait, réussir à objectiver la réalité algérienne et les bouleversements subis par l'économie paysanne va lui permettre d'envisager de faire de même, on va dire, avec les paysans français, qui n'étaient pas alors appelés donc, des agriculteurs, et les classes moyennes et populaires. Et dans La misère du monde, donc, qui est publié en 1993, Sayad participe par la rédaction de 4 articles, donc une famille déplacée, le souffre-douleur, la malédiction et l'émancipation. Et lors d'une intervention prononcée à l'Institut du monde arabe à Paris en 1998, à l'occasion d'une réunion à la mémoire d'Abdelmalek Sayad, Bourdieu se souvient de Sayad en ces termes, puisqu'il dit « Abdelmalek Sayad incarnait la vision juste, le regard à la fois proche et lointain, intime et distant qui convient aux sociologues. Ni porte-parole, ni m'as-tu vu, ni donneur de leçons, ni expert, il s'est voulu écrivain public qui transcrit et transporte une parole à la fois intime et publique, confiée comme un message personnel à une personne digne de confiance, capable de l'accueillir, de la transmettre à qui de droit. » Alors pour finir, je vais évoquer, finir par le fonds d'archives qui est conservé donc, à la Cité nationale de l'histoire de l'immigration. Donc ce fonds, il a fait l'objet d'un traitement très particulier. Ce sont d'abord des associations, en fait, notamment une association qui s'appelle Générique, et qui avait entrepris de fouiller ce fonds d'archives et de le sortir du grenier humide de la maison de Sayad. Et il a ensuite fait l'objet d'un traitement, d'une valorisation et d'une diffusion. Et c'est un fonds quelque part qui est relativement inédit parce qu'il rassemble vraiment toute la documentation professionnelle et les archives privées dans un même fonds d'un grand sociologue qui peut ainsi être mis à la disposition du grand public, mais en particulier des chercheurs et des étudiants. Alors, en plus, Sayad accumulait toute la documentation possible concernant ces objets de recherche,
Donc je l'ai dit tout à l'heure, de très nombreuses statistiques, des généalogies, des coupures de presse, des notes de lecture. Alors les coupures de journaux, c'est assez amusant parce que finalement, elles ne sont en général pas en prise directe avec ces recherches, mais en fait, on voit bien que Sayad les conserve pour nourrir d'autres travaux, des travaux ultérieurs. Ces statistiques sont vraiment abondamment annotées, corrigées, comparées. Elles sont une base indispensable pour Sayad, même s'il n'abreuve pas dans ses ouvrages, il n'abreuve pas le lecteur, il ne noie pas le lecteur sous les statistiques. Et il conserve aussi très précieusement tout ce qui concerne les recensements, notamment les recensements de l'époque coloniale, qui sont pour lui vraiment, on sent bien une source très précieuse. Et il conserve également beaucoup de cartes et de plans qui finalement peuvent se révéler une source assez précieuse pour tous ceux qui travaillent sur l'Algérie coloniale. Alors ces archives aussi, elles révèlent vraiment les méthodes de travail de Sayad, puisqu'à partir des enregistrements sonores, à partir de ses interviews, on peut suivre vraiment le cheminement de sa réflexion et sa manière très particulière de tirer toute la substantifique moelle des témoignages. Il fait vraiment une place centrale dans ses travaux au témoignage, et pour lui la parole laissée aux migrants, parole qui est généralement inaudible, c'est vraiment ce qui anime Sayad. Et on retrouve là une forme de portée politique de ses travaux, même si lui-même ne va pas s'en prévaloir. Donc ce fond, finalement, il est important pour retracer le parcours de Sayad, mais aussi, quelque part, pour faire une histoire de la sociologie. Donc pour finir, en fait, ce fonds d'archives, il restitue bien cette relation profonde d'amitié qui existait entre les deux hommes, les méthodes suivies par les deux hommes dès leur enquête donc sur les plans de regroupement, et également tout l'enrichissement mutuel que les discussions entre les deux hommes ont pu provoquer. Donc, et d'ailleurs, vers la fin de sa carrière, Sayad affirme que ces discussions ont contribué au développement d'instruments de connaissances en sociologie, puisqu'il dit la sociologie s'écrit pour rendre compte, pour expliquer, pour faire comprendre plus profondément la réalité sociale, pour lui donner un sens caché, un sens autre que celui qu'elle porte tout naturellement. Donc ces archives qui dévoilent que Sayad était non seulement un chercheur français, mais aussi un penseur algérien, et on peut espérer que ces archives seront l'occasion de susciter de nouveaux échanges, de nombreux échanges donc, entre les deux rives de la Méditerranée. Je vais m'arrêter.